Mais Giraud et les Alliés ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Corse. À Londres, début 42, un Ajaxien de 28 ans, Fred Scamaroni, a rejoint les forces françaises libres avec déjà derrière lui un solide passé de résistant. Il va être intégré au service secret de la France libre, au sein du BCRA, et il va réussir à convaincre De Gaulle que, justement, il y a une possibilité, il y a une opportunité de rallier la Corse. Et donc, il est décidé, effectivement, de l'envoyer en Corse pour établir la liaison avec les résistants corses, comme on a envoyé d'autres agents, Jean Moulin étant le plus fameux, pour établir la liaison avec les résistants de métropole. Le 7 janvier 1943, Fred Scamaroni et son opérateur radio sont déposés sur une plage au nord de Propriano. Ils doivent prendre contact avec des sympathisants gaullistes. Fred Scamaroni venait pour travailler à la libération de la Corse, et il venait au nom du général de Gaulle pour unifier la résistance corse. Gros travail. Donc il lui fallait prendre l'angle avec les responsables des mouvements. C'est Combat qui lui a fourni ses meilleurs éléments. Libération Sud, qui existait aussi, c'était un peu toujours les mêmes d'ailleurs qui s'occupaient de Combat Libération Sud. Ça ne représentait pas 100 personnes dans toute l'île, hein, mais des gens qui pouvaient trouver quand même de quoi constituer un réseau. C'est seulement après son arrivée en Corse que Scamaroni réalise qu'il y a une autre mission sur place qui s'appelle Pearl Harbor. Il réalise que cet officier prend des contacts, promet des armes, et il réalise qu'un certain nombre de résistants, évidemment, par volonté de se procurer des armes, acceptent ses instructions, etc. Et puis ça va surtout être le cas du Front National, qui est une sorte de faux-nez du Parti communiste local, trop heureux évidemment de pouvoir se procurer des armes par ce biais-là. Le Front National est une organisation créée par le Parti communiste corse qui cherche à élargir son influence vers d'autres mouvements de résistance. Ses dirigeants, comme Arthur Giovoni, ont refusé l'offre de Scamaroni de se rallier à la tutelle de De Gaulle. Ils préfèrent traiter sans contrepartie politique avec l'équipe concurrente, celle des girodistes. Nous avions bien commencé à recenser les armes que nous avions refusé de livrer sur les injonctions de Pétain, mais les armes que nous avions recensées, c'était des pistons, des lefaucheux, des pistolets et même des stylets. Enfin, on avait tout recensé, mais évidemment, c'était des armes très insuffisantes pour s'attaquer à une armée comme celle que nous avions en face de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli le Casabianca comme une aide extrêmement précieuse. Le 1er février 1943, le Casabianca repart vers la Corse. Les Américains, qui supervisent l'opération, ont fourni la première cargaison d'armes destinée à la résistance. Il y a eu 1000 mitraillettes et 1 million de cartouches. Ça, c'est le premier voyage des armes qu'on a amené en Corse. 1000 mitraillettes Steng, ça veut dire, vous avez des fer là, oui. Des mitraillettes anglaises, très dangereuses. Le 5 février, le sous-marin est devant la plage d'Aron, près de Piana. Rendez-vous a été pris avec le commandant de Saule, débarqué 2 mois plus tôt. Les Américains et les Anglais nous ont quand même donné des rubberboats, des bateaux pneumatiques. Alors on formait 2 trains de rubberboats, 5 ou 6, je crois. Et on mettait 400 kilos de camelotes dans chaque, que l'on transportait déjà de nos soutes à nous sur le pont, du pont dans les rubberboats. Ensuite, il fallait faire le trajet jusqu'à la plage. À la plage, débarquer les caisses dites à munitions. Et attention, c'est qu'on ne débarquait jamais sur des plages de sable parce que ça laissait trop de traces. On débarquait dans les cailloux. Il y en a encore beaucoup comme ça? Non, ce sont les derniers. Et pendant nos petites galopades entre bord et plage et tout ça, et camouflés, on a été des fois à participer à cette opération-là, 25 gars qui représentaient le quart de l'équipage, donc qui mettaient en péril aussi la vie du bateau. Parce que quand il manque un quart d'équipage
Parce qu'à bord, il n'y a pas de flemmard, tout le monde a son poste et tout le monde est étudié. Tout le monde en va, nous allons commencer. Le lendemain, l'équipe de De Saulles récupère la première cargaison d'armes livrée en Corse. Un mois plus tard, le 10 mars, le Casabianca est devant Favone pour une nouvelle mission. Il faut rapatrier à Alger Toussaint Griffi et Laurent Preziosi, repérés par les Italiens. Vos deux hommes demandent à réintégrer le port. Occupez-vous de ça, le Garec. Bien, commandant. L'Herminier apprend par les deux exfiltrés qu'un convoi italien de transport de troupes est attendu à Bastia. Piqué au vif, son instinct de combattant se réveille. Son navire n'est pas juste bon à convoyer des armes et des agents secrets. À 14 h, le Casabianca lance une torpille sur un cargo qui effectue un zigzag au dernier moment. Poste de combat, nous allons faire surface. Poste de combat. Poste de combat. Pas découragé, l'Herminier longe la côte avec l'idée d'attaquer au canon un dépôt d'essence. Mais avant même d'avoir pu tirer, le Casabianca est repéré par une frégate de grenadage. Et alors, il y a quand même au canon, autour, il y a 5 bons hommes. Le veilleur, le pacha, le officier de quart, le bosco. Et ensuite la chaîne qu'il y avait depuis les soutes pour monter les obus. Entre coups de klaxon, là, il n'y a pas d'ordre. Là, c'est les coups de klaxon et là, ça plonge. Hein. Le gars au central, lui, il oublie les purges. Eh bien, de surface avec 12 bons hommes sur le pont, en 26 secondes, on était à 30 mètres. Ils sont pris en chasse immédiatement par le bâtiment allemand. On a été grenadés de 7 h le matin à pratiquement 8 h le soir. On a dû recevoir entre 85 et 90 grenades. Et quand le grenadage est vraiment très près, mais vous êtes soulevé du parquet, hein. Pas qu'un petit peu, vous êtes soulevé de 10 cm. Voilà, poste avant. Oh ben des vados, c'est pas ce qui manque. Elle n'a pas pété loin, celle-là. On a eu bien souvent, pas l'impression, mais la certitude que cette fois-ci, c'était bien, quoi, c'était bon. On remontait pas. Et puis on est remonté, et puis on est là. Ouais. De retour à sa base, le sous-marin qui a subi de sérieuses avaries, suite à l'excès de témérité de son commandant, est mis en carénage à Oran pendant 2 mois. En Corse, rien n'est encore joué entre les deux missions concurrentes. Mais à Londres, les services secrets gaullistes s'inquiètent. Ils n'ont plus aucune nouvelle de Fred Scamaroni. Scamaroni a fait plusieurs tentatives. Il a envoyé des messages à Londres. Il leur a dit que si il voulait être crédible, il devait lui aussi montrer qu'il pouvait fournir des armes. Et c'est pour ça qu'un débarquement d'armes a été prévu par le BCRA. Et ce débarquement d'armes, Scamaroni devait aller le réceptionner lui-même au mois de mars sur un point de la côte occidentale. Et ce débarquement n'a pas eu lieu, on n'a pas trouvé pourquoi. Le 17 mars 1943, le service de contre-espionnage italien débusque le radio de Scamaroni, qui sous la torture finit par donner son chef et des membres du réseau. Incarcéré à la citadelle d'Ajaccio, Scamaroni, lui, ne parle pas et se suicide. Le réseau gaulliste est brisé par les arrestations et les déportations. Le contact entre Londres et la Corse est totalement coupé. Tunis est libéré le 7 avril 1943. L'état-major anglo-américain a décidé de la stratégie à venir. La Sicile puis l'Italie sont les prochaines cibles. Les opérations vers la France métropolitaine ne sont donc pas prioritaires.
Pour Giraud, c'était une déception. Ces entretiens avec Eisenhower ont visé à persuader le général américain qu'il pourrait peut-être y avoir une expédition, mais uniquement française, sur la Corse, qui serait faite parallèlement à l'opération en Italie. Le réseau de renseignement à présent bien rodé, Giraud veut passer à la phase de l'organisation militaire de la résistance. Pour cela, il envoie un nouvel agent, le Corse Paulin Colonna d'Istria, un colonel de gendarmerie, qui remplace le commandant de Saule, maintenant trop exposé.